Le cours d'aujourd'hui, c'est sur la déformabilité des sols. Pour ce cours, voici les documents de référence que vous pouvez consulter. Il y a la mécanique des sols, l'Université catholique de Louvain de Dehaguer 2001. Ensuite, un syllabus géotechnique mécanique des sols, tome 1 de l'Université de Liège de Robert Charlier de 2007. Il y a déformabilité des sols, tassement, consolidation de Jean-Pierre Magnan. C'est un article très intéressant sur la déformabilité des sols que je pourrais vous passer également. L'ouvrage Introduction à la géotechnique que vous connaissez déjà de Jean Lafleur de 2006. Et un autre ouvrage très intéressant, c'est Cours pratique de mécanique des sols, tome 1, Plasticité et calcul des tassements de Coster et Singlera de 1983. Ce sont des documents de référence que vous pouvez consulter pour ce cours. Pour déterminer la déformabilité des sols, l'enjeu, c'est arriver à déterminer le tassement des sols. Est-ce qu'il y a un étudiant qui peut me dire qu'est-ce qu'un tassement? Lorsque le sol subit une différence de hauteur sous une sage. Quand le sol diminue en volume sous la fondation de bâtiments en particulier. Ce chargement d'un sol va créer un surplus de contraintes dans le sol et ça va générer une déformation verticale. Et c'est cette déformation verticale qu'on appelle de manière très simple le tassement. Cette déformation verticale, c'est ce que nous allons contrôler dans le cas de ce cours. C'est un tassement qui est uniforme, qui va affecter peu la structure. Et il va y avoir des tassements différentiels que nous allons voir plus tard. D'après vous, à quoi sont dus les tassements? À des contraintes qui sont supérieures à la capacité portante du sol. Il y a plusieurs phénomènes qu'on peut contrôler lors du tassement. On va avoir le phénomène de compressibilité qui est lié directement à la diminution de volume. Il y a un autre phénomène, c'est la compressibilité du sol. Le tassement total va être égal à SI plus SP plus SS. Quand le SI, c'est le tassement immédiat, le SP, c'est le tassement de consolidation primaire et le SS, c'est le tassement de consolidation secondaire. La compressibilité des sols et consolidation, et là, j'ai mis quelques notes pour vous, pour que vous puissiez lire et comprendre cette compressibilité des sols et consolidation. Donc, si on fait un résumé par rapport à tout ce que on vient de lire dans ce texte, il y a trois phénomènes. Le premier, c'est la déformation des particules qui est réversible, compression des grains. Ensuite, vous avez les mouvements relatifs au réarrangement de la géométrie qui sont non réversibles. Et ensuite, vous avez l'expulsion de l'eau ou de l'air qui va créer la diminution de volume des vides. Et c'est cette partie qui est liée à la consolidation. Les parties en rouge, la compressibilité du sol, et la partie en vert, c'est la consolidation. Nous avons vu de manière générale l'année dernière qu'il y a deux types de sols à considérer. Est-ce qu'il y a un étudiant qui peut me dire quels sont les deux types de sols de manière globale à considérer en géotechnique? Sol à gros grain et puis sol à petit grain. Oui. Vous avez deux grandes portions de sol en géotechnique, les sols pulvérilents et les sols cohérents. Là, on va analyser les deux types de ce sol-là par rapport à la consolidation ou bien à la compression ou bien au tassement. Dans un sol pulvérilent, est-ce que la perméabilité est grande ou petit? Grand. Dans un sol pulvérilent, la perméabilité est grande. L'eau passe facilement à travers ce sol-là. La perméabilité des sols pulvérilents est en général assez forte pour que l'eau ne s'oppose pas à la déformation du sol. Les déformations sont pratiquement instantanées. Elles sont dues pour l'essentiel au réarrangement des particules qui constituent le squelette solide du sol. Et ensuite, pour une faible part, à la déformation des particules solides au point de contact entre les particules. Dans le cas d'un sol pulvérilent, la courbe de compressibilité eudométrique, ce qu'on appelle la courbe eudométrique d'un sol pulvérilent, va avoir l'allure générale que vous allez voir ici, cette allure-là. Voici l'indice des vides va être alors donné et la contrainte verticale va être en abscisse. La contrainte effective verticale. Et pourquoi on doit considérer la contrainte effective verticale au lieu de la contrainte totale verticale? Parce que l'eau va s'écouler rapidement et que la pression interstitielle n'aura pas un apport significatif. Il nous faut considérer uniquement la contrainte effective. Parce que les contraintes effectives sont dues seulement au grain.
En termes d'indice David, vous avez E. Et qui peut me donner la formule pour déterminer l'indice David? Qui se rappelle de cette formule? Indice David est égal à quoi? Volume vide sur volume des grains. Ok, volume vide sur volume des grains. Donc, volume vide sur volume total, c'est quoi? La porosité. La porosité. Donc, il ne faut pas confondre ces deux paramètres. Il y a la porosité et puis il y a l'indice David. Dans le cas de la courbe de compressibilité eudométrique ou de la courbe eudométrique, vous devez faire des calculs pour déterminer l'indice David de sol. Et ensuite, en abscisse, les contraintes. Okay, les contraintes effectives. Si on regarde cette courbe-là, les indices David diminuent rapidement. Vous avez la courbe AB. Ensuite, vous avez un déchargement. Quand vous déchargez l'échantillon, l'allure de la courbe est ici. Mais quand vous rechargez l'échantillon, vous allez voir que l'allure de la courbe est différente. Parce que quand on décharge, c'est plus bas et quand on recharge, c'est plus haut. C'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène hystérésis qui nous dit que l'allure de la courbe est différente si on est en chargement ou bien en déchargement. Donc c'est ce phénomène qu'on peut constater ici. Le sol pulvérulent, ce sont des matériaux granulaires soumis à une compression unidimensionnelle. Compression en fonction du temps, ça se fait rapidement, évacuation rapide de l'eau, compressibilité seulement due à la compression du squelette solide. Et le tassement va être instantané au moment de l'application des charges, souvent pendant la construction, identique sur sol sec, humide et saturé. On a fini avec les sols pulvérulents, maintenant on est dans le sol fin. Dans le sol fin, la perméabilité est faible. Donne-moi deux exemples de sol fin que vous connaissez. La perméabilité faible. Dans ces sols-là, la perméabilité va être très faible. Et l'écoulement de l'eau à travers les pores du sol ne s'effectue pas de manière instantanée. Les charges appliquées à la surface de l'éprouvette se transmettent d'abord à l'eau et progressivement vers le squelette solide, au fur et à mesure que l'eau sort du sol. Les déformations de l'éprouvette sous chaque charge appliquée dépendent donc du temps. Et l'on est conduit à étudier le phénomène en deux étapes. La première étape, c'est que ça concerne l'évolution du tassement S ou de l'indice David de l'éprouvette en fonction du temps pour une valeur donnée de la contrainte verticale appliquée. Ensuite, la seconde concerne la variation de l'indice David final à la fin de chaque étape de chargement en fonction de la pression ou bien de la contrainte verticale effective appliquée. Et à la fin de chaque étape de chargement, les pressions contraintes verticales totales et contraintes verticales effectives vont être égales. Ça va permettre de construire la courbe eudométrique. La courbe eudométrique, donc vous allez avoir pour chaque contrainte une courbe de consolidation et pour toutes les charges appliquées, lorsque vous allez mettre ça ensemble, vous allez avoir la courbe eudométrique. Et comment on traduit ce phénomène? Donc c'est ce phénomène qu'on appelle le modèle de Kelvin. Le sol est chargé par l'intermédiaire d'une plaque percée, d'un orifice de faible diamètre muni d'un robinet. Voici la plaque percée ici. Et d'un orifice de faible diamètre, voici ici l'orifice de faible diamètre muni d'un robinet et le robinet est ici. Le comportement mécanique du squelette solide du sol est schématisé par un ressort. Voici le ressort ici qui représente le sol. Et la phase liquide est représentée par de l'eau. Voici la phase liquide ici qui est représentée par de l'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit? La faible perméabilité du sol est simulée en restreignant la section de l'orifice permettant à l'eau de s'échapper à travers la plaque de chargement. À l'instant T0 en A, robinet fermé, la charge appliquée à la plaque est transmise intégralement à l'eau. Le ressort n'est pas sollicité. À ce moment-là, le ressort qui représente le sol n'est pas sollicité. On est au niveau A. Comme c'est l'eau qui reprend la charge, la pression interstitielle, delta U, qui est égale à la contrainte totale appliquée. Et à ce moment-là, la contrainte effective qui est liée spécifiquement au sol est égale à 0. Après ouverture du robinet, l'eau s'échappe lentement au cours du temps. La charge étant reprise progressivement par le ressort. On va commencer à avoir un transfert de cette charge-là vers le ressort. À la fin de consolidation, on est dans la partie C, la surpression dans l'eau est dissipée. L'écoulement s'arrête et la charge est entièrement transférée sur le ressort.
la pression interstitielle est nulle et toute la charge va transmettre sur le ressort et la contrainte effective va être égale à la contrainte totale parce que l'eau est dissipée totalement. D'après ce phénomène qu'on vient de voir là, lorsqu'on est à la fin de consolidation, on a complètement la suppression de l'eau. Après cette expulsion de l'eau, quelle consolidation qu'on va avoir? Il y a une question. C'était depuis le début. Je me demandais est-ce que le sol est saturé? Oui, parce que, je dirais que oui. Est-ce que le cas où le sol est saturé, c'est le cas le plus défavorable? Oui, tout à fait. Pour retourner à la question, après l'expulsion de l'eau dans la loi de Kelvin, quel phénomène qui va venir après? Le réarrangement des grains. Ici, on a la consolidation primaire avec l'expulsion de l'eau. Et quand on est à la fin de l'expulsion de l'eau, lorsqu'on va avoir le dessin, c'est la consolidation secondaire. On va regarder ici l'évolution des contraintes au cours de la consolidation. Autant T0, la contrainte totale delta sigma V, la contrainte effective est nulle et toute la charge est reprise par l'eau. La pression interstitielle va être égale à la contrainte totale et le tassement est égal à 0. Maintenant, autant T, lorsque l'eau commence à être expulsée, vous avez la contrainte totale, la contrainte effective va être égale à alpha delta sigma V, la pression interstitielle est égale à 1 moins alpha facteur de delta sigma V et le tassement va être égal à bêta delta H. Maintenant, lorsqu'on est arrivé à T100, T100, comme je l'ai dit, c'est la fin de la consolidation primaire. Vous avez la contrainte totale, delta sigma V. La contrainte effective va être égale à cette contrainte totale. En revanche, la pression interstitielle est égale à 0. Et à ce moment-là, vous avez le tassement du sol. Le tassement que nous allons considérer, c'est un tassement qui est lié à la consolidation primaire, au T100 et à la fin de la consolidation. Tassement primaire ou hydrodynamique. Lorsqu'un incrément de charge delta sigma prime est appliqué à un sol saturé, la diminution de volume ne peut apparaître que pour autant qu'une certaine quantité d'eau soit expulsée du sol. En effet, l'eau interstitielle est pratiquement incompressible, en tout cas moins compressible que la structure. Au moment de l'application de la charge, c'est donc la phase liquide qui porte la totalité de la structure. L'eau interstitielle est mise en surpression et tend à s'échapper du sol selon un écoulement obéissant aux lois de l'hydraulique. L'évolution des tassements dans le temps dépend de la résistance à l'écoulement rencontré par l'eau interstitielle. Si le sol est peu perméable, l'eau s'échappe lentement, la surpression interstitielle diminue simultanément et la surcharge se transmet à la structure. La contrainte effective augmente de manière concomitante et après un temps très long, l'eau s'est échappée, la pression interstitielle est revenue à sa valeur initiale, qui est 0, et la structure reprend une surcontrainte effective delta sigma prime égale à la surcontrainte delta sigma extérieure appliquée, qui est la contrainte totale. Le phénomène peut se faire à une vitesse extrêmement lente pour des sols peu perméables tels que les argiles. Si le sol est très perméable, le phénomène est rapide et la charge est quasi immédiatement reprise par la phase solide. La courbe de variation de tassement qui nous donne la consolidation primaire ici, cette partie-là, et ensuite la consolidation secondaire. C'est une courbe qui donne les tassements ici et le logarithme du temps ici. La compression initiale ou instantanée lors de l'application de la charge. Il y a la consolidation primaire qui correspond à la dissipation de la pression interstitielle. Donc lorsque l'eau interstitielle s'échappe. Donc vous voyez ici, et on a une tangente dans la partie consolidation secondaire et dans la partie consolidation primaire. Donc là, va nous donner ce qu'on appelle le T100. La compression secondaire qui se poursuit dans le temps après la dissipation de la surpression interstitielle. En général, la consolidation primaire est le phénomène prépondérant et pour les épaisseurs habituelles des éprouvettes, elle se termine en moins de 24 heures. Si on regarde la courbe présente d'abord un palier sensiblement horizontal, AB, une partie BI décroissante à concavité tournée vers le bas, puis au-delà du point d'inflexion I, une partie IC
à concavité tournée vers le haut. La pression interstitielle est considérée comme dissipée au temps noté T100. Donc, à partir de là, il y a expulsion complète de l'eau, correspondant au point d'intersection J de la tangente à la courbe au point d'inflexion I et de l'asymptote à la partie IC de la courbe. L'intersection de ces deux droites-là va nous donner le T100. On note la valeur du tassement correspondant à S100, ainsi que celle du tassement en fin d'essai S final. Maintenant, nous allons analyser la courbe œdométrique. Et dans cette courbe œdométrique, vous avez l'indice des vides en ordonnée et le logarithme des contraintes effectives verticales en abscisse. Ici, la courbe est composée de deux parties sensiblement rectilignes. Vous avez AB ici, presque à l'horizontale, à faible pente, et CD ici à forte pente, raccordée par une partie courbe. On constate entre autres, lors d'un cycle de chargement-déchargement, voici le déchargement ici, DEF, et rechargement FGH, le matériau n'a pas un comportement élastique et présente un bouc hystérésis. C'est que l'allure lors du déchargement de la courbe, cette allure de la courbe-là est différente que lors du chargement. Comment on peut modéliser le tassement en géotechnique? Vous avez un sol et vous avez des charges qui s'appliquent sur ce sol-là. Quand vous avez un massif semi-infini qui va être soumis à une charge verticale uniforme. Dans de très nombreux problèmes, la surface du massif de sol est horizontale et les charges appliquées sont verticales. Dans ce cas, les déformations verticales du sol sont en général prépondérantes. Si de plus, la charge appliquée à la surface du sol est à peu près uniforme et si les dimensions de la zone chargée sont grandes par rapport à l'épaisseur de la couche compressible, on peut admettre maintenant que les déformations du sol au milieu de la zone chargée sont uniquement verticales, comme dans le cas de massifs semi-infinis soumis à une pression uniforme en surface. Le sol se déforme alors sans déplacement horizontal, ce que l'on peut reproduire aisément au laboratoire en appliquant les charges sur une éprouvette contenue dans un cylindre rigide. L'essai œdométrique, la courbe de compressibilité obtenue à l'œdomètre est l'outil de base du calcul du tassement des sols. Le calcul du tassement utilise la loi de Terzaghi en faisant une similitude entre le tassement du sol en place et le comportement d'un échantillon dans le moule œdométrique. Hypothèse qui n'est valable que pour autant que la contrainte initiale et la variation de contrainte soient suffisamment constantes sur toute la hauteur de la couche. Et dans le cas contraire, si ces valeurs-là ne sont pas constantes, donc on doit diviser cette couche-là en plusieurs couches pour pouvoir déterminer le tassement dans le cas de ces différentes couches et faire la somme des tassements. Pour pouvoir simuler l'essai au laboratoire, donc il y a un appareil assez spécifique qu'on utilise, c'est le moule œdométrique. Et dans ce moule œdométrique, c'est là où on va placer l'échantillon de sol. On va empêcher les déformations latérales de cet échantillon et on va mettre des pierres poreuses pour faciliter le drainage au-dessus et en dessous de l'échantillon. Et par après, on va appliquer des charges, des contraintes en tête de l'échantillon.